Très heureuse de vous retrouver dans cette édition de ce 22h de ce lundi 8 avril 2019 au sommaire de ce journal. Et ça se passe au Qatar où le 140e anniversaire de l'Union interparlementaire a démarré ses travaux dans la capitale du Qatar, à Doha. Et 35 morts depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar selon Tripoli en Libye. Donc bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous emmène donc pour commencer ce journal au Qatar où la 140e anniversaire de l'Union interparlementaire a démarré ses travaux ce samedi soir à Doha avec la participation des présidents de 80 parlements à travers le monde et plus de 2270 parlementaires, tous issus de 162 pays dont Djibouti. La République de Djibouti était représentée à cet événement par une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Les travaux de cette assemblée, qui enregistre selon les organisateurs un nombre sans précédent de participants, dont 30 femmes parlementaires et 13 pays des jeunes, sont axés sur le thème des parlements, vecteurs d'un renforcement de l'éducation pour la paix, la sécurité et l'état de droit. Je propose d'écouter le mot du président de l'Assemblée nationale djiboutienne. De la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours su tenir une constance inébranlable dans la défense de la cause palestinienne, qui constitue une préoccupation majeure pour le Parlement des États membres de la Ligue arabe. C'est ainsi qu'il a déclaré lors du récent sommet qui s'est tenu à Tunis. Il est de notre devoir de réaffirmer notre position inébranlable sur la juste lutte du peuple palestinien et de ses droits légitimes, ainsi que notre rejet catégorique des pratiques israéliennes unilatérales visant à changer les faits sur le terrain et à saper la solution prévoyant deux États. C'est pourquoi j'encourage tous les parlementaires ici présents à consolider davantage les relations de travail, à tisser des liens à travers les organisations régionales et internationales, sans oublier la collaboration des pouvoirs législatifs et exécutifs, dont la promotion des principes supracités est une condition sine qua non afin que le peuple, garant de la paix et de la sécurité, puisse s'épanouir dans un état de droit certain. Nous devons, d'une même et seule voix, brandir notre humanité à travers les sceaux de la diplomatie parlementaire et condamner avec la plus grande fermeté les auteurs de ces ignominies. La 140e assemblée de l'Union interparlementaire est axée sur plusieurs questions, particulièrement la paix et la sécurité internationale, le renforcement du respect des droits internationaux humanitaires, le rôle du commerce équitable et libre et de l'investissement dans la réalisation des objectifs de développement durable, le rôle des parlementaires dans la réalisation de ces objectifs et la démocratie à l'ère du numérique. Retour à Djibouti donc, où le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont célébré hier soir la Journée mondiale de la santé, placée sous le thème cette année « Couverture santé universelle ». Lancée par l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, la célébration de cette journée constitue une opportunité pour chacun des pays membres de faire le point sur les progressions et l'évolution de leur système de santé. À cet effet, le ministre de la Santé, Dr Jamaïl Maouki, a offert un dîner de gala au Sheraton Hotel de Djibouti, au personnel de la santé, toutes catégories, toutes confondues, en vue de fêter ensemble cet événement anniversaire avec la famille de la santé. À la star donc de représentants de l'OMS, Dr Ahmed Zouaiten, plusieurs représentants d'organismes internationaux et partenaires techniques étaient également présents. Parmi eux, l'EIM, la Banque mondiale, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, la PAM ou encore l'Union européenne. D'énormes progrès ces dernières années contre certaines des principales causes de décès et de maladies dans le monde. Nous avons encore du travail à faire pour réaliser cette vision. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. Des millions de femmes accouchent sans l'aide d'un personnel qualifié. Des millions d'enfants ne bénéficient pas de vaccins contre les maladies mortelles. Et des millions d'autres souffrent et meurent faute de pouvoir recevoir un traitement contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et bien d'autres maladies transmissibles et non transmissibles.
Le ministre de la Santé, Dr Jam El-Maoukié, a rappelé que son département est à pied d'œuvre pour atteindre la couverture sanitaire universelle depuis le lancement de l'AMU en 2015 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a dans la foulée félicité le personnel de la santé qui ont été promus par leur père et récompensés au cours de cette soirée. Écoutons-le. Fier. Et je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui. Profiter de cette soirée avec vous, manger avec vous, partager avec vous, mais aussi essayer de distinguer des personnes de mérite, même si vous êtes tous des personnes de mérite, mais des personnes avec beaucoup d'expérience, qui ont servi ce département depuis des années et qui sont jusqu'à aujourd'hui là. Certains sont partis, on a voulu les appeler, puisque l'année dernière, quelques-uns ont été partis en retraite, d'autres sont là, d'autres, malgré leur état physique qui a diminué, c'est-à-dire qui ont des problèmes, que ce soit de dialyse, que ce soit des AVC, qui sont là encore et font leur travail. Cela, c'est ce qui représente le département de la santé. J'ai une pensée particulière à certains d'entre vous, et vous le savez, qui sont malades, mais en même temps, en étant malades, qui sont à leur bureau, qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui travaillent au sein de la santé. Lorsque vous allez voir la liste, vous-même vous le connaîtrez. Donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est votre journée. Autre nouvelle, donc, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussahalem, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité à Djibouti de la République fédérale d'Éthiopie, Abdelaziz Mohamed Ibrahim. Était également présent à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nouh Hassan, et le deuxième secrétaire de l'ambassade chargé des transports, Tadessé Daniel Mohamed. Cette visite de l'ambassadeur intervient dans le cadre de sa tournée de visite de travail auprès des différents ministères sectoriels de la République de Djibouti. Les discussions portaient sur la coopération entre les deux pays frères et plus particulièrement dans le secteur du transport routier, ferroviaire et aérien. Mohamed Abdelkader Moussahalem a assuré l'ambassadeur de soutien constant de la République de Djibouti à la République sœur d'Éthiopie, et c'est dans tous les domaines, et ce dans tout le domaine de coopération. Toujours dans l'actualité nationale dans cette édition de 22h, le colonel de la garde républicaine, Mohamed Jama' Douali, commandant de la garde républicaine, et le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base de soutien chinoise, ont coprésidé une importante cérémonie de prise d'armes qui a marqué la clôture des formations au profit d'une unité de force spéciale et un peloton d'escadrons spécialisés de la garde républicaine, ainsi que de l'exercice conjoint. Cette cérémonie a été organisée hier, aujourd'hui même, à la base de soutien chinoise à Djibouti, en présence des officiers supérieurs de la garde républicaine et de forces de soutien de la base chinoise. À savoir que cette formation, d'une durée d'un mois, qui a duré un mois, donc du 18 février au 18 mars, s'inscrit dans plusieurs domaines distincts. D'une part, la formation d'une section de force spéciale de la garde républicaine, d'un effectif de 40 pays qui ont effectué 40 plutôt PAX qui ont effectué le combat de localité, fouille d'un appartement technique d'intervention lors d'une prise d'otage, l'escalade et la formation de tireurs d'élite. Les deux forces armées ont achevé un exercice conjoint au champ de tir de Coran qui portait notamment sur la maîtrise des combats antiterrorisme par le biais des techniques et tactiques les plus modernes, protection VIP, occupation et sécurisation d'un aérodrome de campagne isolé, escorte de convois VIP, engagement des chars blindés dans les montagnes. L'ensemble de ces missions de sécurité ont été combinées avec les missions de combat classiques des unités conventionnelles. Cet exercice conjoint donc c'est clôturé par le tir du peloton de l'escadron spécialisé de la garde républicaine du canon 30 mm et 7,7 mm chinoise et d'un tireur d'élite. Dans un discours prononcé par le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base de soutien chinoise, il a donc salué le dévouement, la détermination et le succès de l'accomplissement des stagiaires pendant la formation. Il a également déclaré que la garde républicaine djiboutienne est une unité d'élite qui a démontré durant la formation une combativité très dure et beaucoup de professionnalisme. Je vous propose de l'écouter.
Qui ont suivi avec qui ont donc suivi avec leur sens d'abnégation les différentes formations. Il a souligné l'importance de la coopération entre les deux forces afin de tisser les liens de fraternité dans tous les domaines. Le colonel Mohamed Jama' Douali, commandant de la garde républicaine, a dans son intervention saisi l'opportunité pour exprimer encore une fois de plus ses satisfactions de voir la qualité de la coopération sino-djiboutienne. Écoutons-le. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui cette cérémonie de prise d'armes qui clôture la formation antiterroriste et des armes d'appui au profit d'une section force spéciale et une section d'escadron spécialisée de la garde républicaine. Cette formation qui se sont déroulées du 18 février au 18 mars 2019 avait pour but d'instruire et entraîner les forces spéciales à mener un éventail de missions particulières telles que la neutralisation et la sécurisation des objectifs vitaux, la libération des otages et la protection des hautes personnalités. Et d'autres relevant les conflits classiques. Au cours de ces mois de formation, vous vous êtes bien familiarisé avec les procédés d'exécution de différentes missions de forces spéciales. Sur cet exercice conjoint, vous avez su démontrer votre capacité opérationnelle en menant des actions coordonnées. Cet exercice intitulé Opération Jardin 2019 a pour but d'entraîner les forces et de renforcer la coordination entre la garde républicaine et la base logistique chinoise. Ceci donc cette opportunité pour exprimer encore une fois de plus mes satisfactions de voir la qualité de la coopération sino-djiboutienne en matière de défense. J'adresse mes vifs remerciements au commandant de la base logistique chinoise pour son soutien qui ont permis de mener à bien cette formation, ainsi l'ensemble des instructeurs pour la qualité et le renseignement dispensés durant ces mois de formation et pour la réussite de ces partenariats. Vive la coopération sino-djiboutienne et vive la coopération force armée populaire de Chine et force armée djiboutienne. Je vous remercie pour votre attention. Toujours dans l'actualité nationale dans cette édition de 22h. L'événement donc s'est clôturé. Donc nous reviendrons bien sûr sur la remise des diplômes de cette cérémonie de clôture de cette formation sino-djiboutienne entre la base navale chinoise qui est à Djibouti et la garde républicaine. Cet événement donc s'est clôturé par la remise des diplômes au personnel de la garde républicaine, suivi de la photo de famille. À noter que cette coopération bilatérale a visé à approfondir le partenariat stratégique entre les deux forces afin de mieux connaître les caractéristiques techniques des armes, de l'équipement, des structures de contrôle, de commandement, ainsi qu'à s'acquérir les compétences et les tactiques de terrain nécessaires aux deux parties pour mener à bien les missions. Sous le patronage du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Ibrahim bin Ishaq Al-Uraini, l'Institut islamique à Djibouti a organisé hier soir une cérémonie dédiée à la clôture des activités de l'année scolaire 2018-2019 et à la remise des diplômes de la 33e promotion. Ont été également récompensés les enseignants pour lesquels l'année scolaire s'est achevée et les lauréats des compétitions culturelles et sportives. Cette soirée s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut, Cheikh Abir bin Suleiman Al-Himidi. Des responsables de l'ambassade saoudienne à Djibouti ont également participé à cette célébration annuelle. Le directeur du département de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Abdullahi Mohamed Jama', et des dizaines d'étudiants. L'événement organisé chaque année par l'Institut islamique a été agrémenté par des activités artistiques riches en chant et en danse folklorique.
Les différentes institutions saoudiennes à Djibouti ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du gardien de deux Saint-Mouska Djibouti ont été récompensés pour leur parrainage et le suivi constant des activités et programmes de l'Institut islamique. Il convient de noter que l'Institut islamique de Djibouti a été créé en 1981 compte actuellement environ 480 élèves au niveau préparatoire et secondaire. Au cours donc de cette soirée, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, Cheikh Abir bin Salman Al-Hamidi, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le chargé d'affaires de l'ambassade du gardien de deux Sainte-Mosquée pour son parrainage de cette soirée, tout en félicitant les étudiants qui ont terminé donc avec succès le cycle secondaire. Dans son intervention, il a passé en revue les efforts entrepris par ce prestigieux édifice depuis sa création en 1981, suite à la volonté du gouvernement du gardien de deux lycéens, de deux mosquées du gouvernement de Djibouti. Il a ajouté: nous offrons d'un diplôme d'études secondaires à la 33e promotion aux 75 étudiants, pour 75 donc, étudiants. Et nous avons également fait, a-t-il dit, nos adieux aux collègues qui ont terminé leur mandat à l'Institut islamique, en plus de la remise des prix aux gagnants de divers concours culturels et sportifs. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis le début le 4 avril d'une offensive du maréchal Haftar contre la capitale libyenne Tripoli, selon un nouveau bilan arrêté hier soir par le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Le ministre, qui évoque aussi une quarantaine d'autres blessés, fait état de 14 morts pour la seule journée de dimanche. Le ministre de la Santé, Al-Hamidi Omar, a précisé que plusieurs civils comptaient parmi les victimes, sans en préciser le nombre. De son côté, l'armée nationale libyenne, l'ANL, du maréchal Khalifa Haftar, a fait état samedi soir de 14 morts parmi les combattants. Des violents combats ont opposé dimanche près de Tripoli les forces paramilitaires du maréchal Haftar, qui veut conquérir la capitale, aux troupes du GNA reconnues par la communauté internationale, malgré des appels internationaux à la cessation des hostilités. Le nouvel aéroport d'Istanbul paraît au décollage. À Istanbul, le nouvel aéroport international a terminé son déménagement titanesque. La plupart des équipements ont été transférés ce week-end de l'ex-aéroport Atatürk Place donc à ce nouveau complexe, l'un des grands projets d'infrastructure du président Erdogan. Il pourrait accueillir à terme 200 millions de personnes, ce qui en ferait alors l'aéroport le plus fréquenté au monde. Celui d'Atatürk va lui rester ouvert au vol cargo. Et nous terminons ce journal au Brésil, où des milliers de sympathisants de l'ancien président Lula sont venus demander sa libération hier devant la prison où il est incarcéré depuis un an dans le sud du pays. Chef de l'État de 2003 à 2011, Luiz Inácio Lula da Silva purge une peine de 12 ans pour corruption et blanchiment d'argent. L'ex-leader du Parti des travailleurs clame son innocence et dénonce un complot politique visant à l'empêcher de se représenter à l'élection présidentielle. Sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, des manifestants anticorruption ont quant à eux encouragé la poursuite de l'incarcération de l'ancien président tombé dans le cadre de l'opération Carwash. Selon l'Institut Atlas Politico, 57,9% des électeurs brésiliens sont favorables à ce que Lula reste en prison. C'est ainsi que prend fin ce journal au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information ici à la régie, mais également au montage, mais également à la rédaction. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, à la même place. Entre-temps, portez-vous bien. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes télévisés. À très vite. Bye bye.